proposé par les soirées des femmes du marché de l'art et Art District Radio. Elles font le marché. Nous sommes à 2600 € une fois. Une série de podcasts documentaires qui croisent témoignages, réflexions et expertise. Chaque mois, portrait de celles qui évoluent au sein du marché de l'art français pour l'évoquer sous le prisme de leur regard de femme. Commissaires-priseurs, clercs, galeristes, marchandes, conseils, transporteuses, expertes. Quels sont leurs parcours et leurs vocations? Comment se font-elles un nom? Quels sont leurs obstacles et sont-elles plus nombreuses à créer leur entreprise? Sommes-nous encore loin de l'égalité homme-femme, à l'heure où le secteur connaît une féminisation croissante de ses métiers, autrefois pour certains la chasse gardée des hommes? 2600, 2 fois, 3 fois, je vais être jugée à 2006. Un podcast raconté par Julie Chaise-Martin qui vous emmène dans les coulisses des métiers qui riment avec passion pour l'art et où l'on peut même dénicher plusieurs trésors. Adjugé 2006, monsieur. Ça a été merveilleux parce que si vous voulez, j'ai été invitée à l'Élysée, j'ai été invitée à un bal à Versailles uniquement parce que j'étais la première femme commissaire-priseur, avant la femme notaire, mais en même temps que la femme agent de police. Et le décès du président Giscard d'Estaing m'a rappelé cette période et il a voulu cette promotion des femmes. Comme me l'avait dit mon grand-père quand j'étais enfant, m'avait dit tu seras la 4e génération de notre famille, commissaire-priseur, mais tu seras la première femme. Alors là, j'avais senti comme peut-être une transmission de mission, ou en tout cas une mission de confiance. Une femme qui vend un tableau très cher aux enchères, c'est possible. Le frein qui était vraiment au tout début de la profession, avec cette image de la femme qui crie en salle des ventes, c'est pas très élégant et donc ça marchera jamais, etc. En fait, non, ça marche très très bien. Déjà parce que il y a plus trop besoin de crier et puis que chacun trouve sa façon de vendre et a sa propre personnalité. J'abaisse le marteau pour adjuger ouvert ce premier épisode introductif avec les voix de Chantal Pechtot-Badin, première femme commissaire-priseur à avoir exercé à Paris, Mathilde Sade-Colette, qui a prêté serment en 1997 après une longue lignée familiale et masculine, et Céline Assila, jeune entrepreneuse, directrice de YAM, une société de conseil en digital auprès des commissaires-priseurs, et fondatrice du premier business club féminin sur les métiers du marché de l'art. Toutes les trois représentent 3 générations et 3 regards qui permettent de jeter un œil dans le rétroviseur pour comprendre l'évolution du métier et replonger dans une histoire qui rime nécessairement avec charge patrimoniale et poids de la dynastie familiale et, de fait, invisibilité des femmes. Comme l'explique très bien le sociologue Alain Quemin, dans une enquête publiée en 1998, les femmes n'ont pu pendant longtemps accéder à la profession de commissaire-priseur uniquement par défaut lorsqu'elles se retrouvaient veuves de leur époux commissaire-priseur ou lorsqu'un père n'avait que des filles à qui confier la poursuite de l'étude familiale. C'est le corollaire de toute profession d'élite. Pourtant, une loi de 1924 leur avait permis officiellement d'exercer et la toute première femme à être nommée commissaire-priseur en province fut Madame Godineau en 1928, veuve et contrainte de succéder à son mari. Ce n'est que 50 ans plus tard, en 1977, que la Parisienne Chantal Pechtot-Badin accède à ce Graal. Moi, j'ai commencé mes études en 70. En 72, j'ai obtenu l'examen et j'ai été nommée en 77. Le fait qu'il n'y en ait pas eu à Paris était que c'était des commissaires-priseurs qui étaient responsables sur leurs biens propres.
vis-à-vis de ces hommes qui étaient entre eux. Et la plupart n'étaient pas enclins à accepter de prendre un risque avec une femme. Il n'y en avait jamais eu. Est-ce qu'elle n'allait pas les entraîner, les obliger à payer sur leurs biens propres, hein, parce que c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, nous étions solidaires sur nos biens propres. Voilà. Donc c'est surtout pour ça qu'il n'y avait pas de femmes. 20 ans plus tard, c'est au tour de Mathilde Sade-Colette de monter sur l'estrade pour la première fois. J'ai prêté serment en janvier 1997. Donc oui, ça fait un peu plus de 20 ans. J'ai d'abord été associée avec mon père, qui était donc la 3e génération. Il était commissaire-priseur à Moulins-sur-Allier. Donc moi j'ai continué, nous avons travaillé pendant 8 ans ensemble et ensuite j'ai poursuivi pendant plus de 15 ans seule. Et les premiers SAD, en fait l'étude SAD à Moulins-sur-Allier avait commencé en 1908. Quand on baigne dans ce milieu, c'est difficile d'y être insensible, parce que c'est quand même un monde très particulier, très amusant et très riche aussi, culturellement parlant. Donc j'ai toujours eu une grande passion pour l'histoire de l'art. Je pense néanmoins, pour être tout à fait honnête, qu'il y a eu, je pense, une forme de guide par la famille. Et puis j'avais toujours cette parole enfantine, enfin ce souvenir comme ça de conversation avec ce grand-père qui me racontait aussi les merveilleux moments de sa vie professionnelle. À l'aune de ces rappels historiques, qu'en est-il aujourd'hui ? Lorsque je rencontre Céline Assila en septembre 2020, elle m'explique pourquoi elle a souhaité créer un business club féminin permettant d'ouvrir un temps d'échange dans l'emploi du temps serré des femmes qui évoluent dans le milieu du marché de l'art. Selon elle, des progrès sont souhaitables pour que les jeunes femmes puissent évoluer et progresser dans leur carrière aussi librement qu'un homme. Depuis les années 70, la féminisation est croissante. Selon le Conseil national des ventes volontaires, au 30 novembre 2020, il y a 633 commissaires-priseurs en France, dont 32% de femmes. 67% sont associés, 33% salariés. Sur ce chiffre, 207 commissaires-priseurs sont établis à Paris, dont 37% de femmes. En 20 ans, la part des femmes dans la profession a donc progressé de près de 32%, une belle envolée. Cependant, des efforts sont encore nécessaires pour que les femmes soient plus présentes et pour que leur taux d'audace, de confiance en elles s'intensifie. C'est aussi l'objectif du Business Club, les soirées des femmes du marché de l'art, créé par Céline Assila en octobre 2019. Moi, j'étais beaucoup sur la problématique qu'il existait peu d'événements pour le marché de l'art et pour les ventes aux enchères en particulier, dans lesquels on pouvait vraiment se rencontrer, échanger, discuter. J'ai eu cette idée de business club féminin inspiré par les modèles des business clubs anglais qui sont là-bas vraiment légion. Il y en a pour tous les domaines, voilà, spécialisés pour les hommes, pour les femmes. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de leur identité et qui fait partie de leur façon de faire du business, et je trouvais que ça me manquait. Tout le monde a été extrêmement emballé par l'idée, et du coup ça s'est fait très naturellement. La première au bar à Bulle, à côté du Moulin Rouge, et c'était extrêmement sympa. On avait des femmes de différents horizons, c'est-à-dire que on avait aussi bien des commissaires-priseurs, des galeristes, des marchandes, des expertes. On avait des personnes qui travaillaient dans la communication, des attachés de presse, et depuis on a toujours une vingtaine de participantes qui viennent et qui échangent sur un principe simple qui est celui d'arriver avec une ou deux invités à nous faire découvrir dans la soirée, et ça permet de faire grossir au fur et à mesure le réseau des femmes du marché de l'art, et aujourd'hui on suis très contente puisqu'on est à 60 participantes en tout. Et depuis que ça existe, est-ce que vous avez l'impression qu'une certaine parole s'est libérée ? Pendant ces soirées, on parle vraiment très peu politique, militantisme, etc. C'est vraiment un business club où on parle affaires. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, en 2020, qu'il y a plus de femmes
qu'avant, évidemment, dans le milieu du marché de l'art, et que finalement, il n'y avait jamais eu autant de femmes. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a toujours eu des femmes dans ce milieu, je pense, mais on voit émerger de plus en plus de femmes à des postes à responsabilité dans ce milieu-là, et même à la tête d'entreprise. Ça crée une émulation assez intéressante parce que c'est des femmes qui ont la trentaine, la quarantaine et qui sont à la tête de grosses structures qui font des chiffres d'affaires importants, et forcément ça booste et ça nous donne des modèles pour se dire en fait c'est possible. Et la clé, ça va être d'avoir un bon réseau et surtout d'avoir une bonne réputation professionnelle. Et aujourd'hui, je pense que le marché de l'art, il est complètement accessible à n'importe quelle femme qui souhaite faire une carrière et qui peut aujourd'hui faire une belle carrière dans ce milieu. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais ça veut dire que voilà, les portes sont déjà ouvertes. Ces 12 dernières années, entre 2008 et 2019, la part des femmes dans le total des reçus au diplôme de commissaire-priseur est en cumul de 59%, ce qui prouve une tendance à la féminisation. Mais du temps de Chantal Pechtot-Badin et Mathilde Sade-Colette, la situation était bien différente. Il fallait savoir encore plus imposer sa manière de travailler sans pour autant perdre sa sensibilité féminine, bien au contraire. Parce que oui, il existe bien des atouts à être une femme dans ce secteur, comme elles nous l'expliquent toutes les deux, avec passion et émotion. À l'époque, c'était commissaire-priseur judiciaire, donc on achète une charge. Donc j'ai acheté des parts de la charge de mon père. En revanche, en 2000, avec la législation, j'ai créé ma propre entreprise. Et ça, j'en suis assez fière. J'étais pas tant un modèle que puisqu'il y avait une femme, elles osaient se présenter comme à l'examen en disant qu'elles voulaient être commissaire-priseur à Paris. Et donc effectivement, ça a ouvert la voie. J'avais 2 enfants. Et l'intérêt des journalistes à l'époque, c'était de me dire comment j'allais être habillée. Vous voyez, ce qui est complètement ridicule et qui ne correspondait absolument pas à mon profil et à ce que j'étais, puisque si vous voulez, c'était pas un combat féministe. J'avais envie d'être commissaire-priseur, je suis arrivée à être commissaire-priseur, voilà, c'est tout. À partir du moment où vous avez la volonté de faire un métier où vous l'aimez, je pense qu'il n'y a pas de légitimité pour laquelle il faut se battre. En tant que femme, oui, j'ai des souvenirs de rapport de force. Alors parce que j'avais des clients qui étaient très très difficiles et il y avait un côté très machiste dans la profession qui, sans que je crée de polémique continue un petit peu, je pense, pas forcément par les confrères, mais en tout cas par les clients. Et puis aussi parce que on a des loulous dans la profession et notamment moi, j'ai eu de très grosses difficultés avec un client qui était un peu considéré comme le bandit local. Et donc oui, j'ai eu des rapports un peu difficiles. Alors sans non plus caricaturer, mais néanmoins, c'est quelque chose qui m'a marqué. J'ai le souvenir d'un client qui m'avait même menacé avec une arme blanche pour me dire qu'il avait l'intention. Vous savez, il y a un peu des mafias, enfin je sais pas comment on peut dire, mais c'était chaud parfois à une époque dans le milieu des ventes publiques. En fait, on apprend un peu à se défendre et après on apprend un peu c'est pas à utiliser la salle, mais en fait vous apprenez à parler en public, un peu à exploiter certaines situations qui peuvent être désavantageuses et que vous arrivez à retourner à votre avantage. Ça c'est après quand on a une forme de pratique. Donc oui, moi j'allais pas devenir la marionnette du marchand qui pensait faire la loi dans ma salle des ventes. Ça, il n'en était pas question. En fait, après, c'est à la femme de trouver sa place, de trouver la manière dont elle doit se présenter, parler, annoncer aussi les contextes de vente, présenter les objets. Et je pense que là, la femme est dans beaucoup de professions, peut avoir un énorme avantage. Parfois, il faut arriver, notamment je pense dans les contextes de vente judiciaire, parce que c'est ceux-là qui peuvent être assez difficiles pour la femme, parce que vous êtes quand même assez rapidement que face à un public masculin, et il faut un peu séduire,
et tout en restant droite dans ses bottes. C'est pas donné à tout le monde de savoir diriger. La première vente que j'ai faite, quand il a fallu monter sur l'estrade et ensuite lever les yeux et regarder le public, les 200 ou 250 personnes que vous avez sous les yeux et assumer ça pour quand il faut prendre la parole en public, c'est très impressionnant. La femme peut avoir une certaine sensibilité pour arriver à trouver le bon maniement de la salle. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose, vous sentez si vous donnez un rythme à votre salle, si vous l'endormez, si vous savez la réveiller, si vous savez l'exciter. Et ça, je pense que la femme a un pouvoir assez important. Comme il y a certains hommes qui sont extraordinaires. Il y a des commissaires-priseurs hommes qui tiennent leur salle par le bout du nez. Et ils en font presque ce qu'ils veulent. J'ai eu plusieurs fois des trémolos dans la voix ou des larmes qui me montaient aux yeux quand il a fallu que j'adjuge le transfert de propriété sur une œuvre d'art. Oui, j'ai eu des moments où je me disais « Waouh, ce qui se passe est fort » et on m'accorde cette confiance. Je pense que les femmes ont un contact avec leur clientèle beaucoup plus ouvert. Je pense que ça a permis de créer des liens avec des collectionneurs de façon beaucoup plus intense peut-être que les hommes pouvaient l'avoir. Maintenant, la féminisation, quels sont les caractères féminins, c'est plus si vous voulez, presque un handicap, parce que par exemple dans la vente publique, il y a une question de voix. Il faut savoir poser sa voix. Si vous vous baladez dans les ventes aux enchères, vous avez quelquefois des voix de femmes qui sont pas du tout agréables. Donc ça, c'est une chose qu'il a fallu apprendre. Qu'est-ce que vous diriez à une jeune femme qui a envie de devenir commissaire-priseur aujourd'hui ? Il faut qu'elle reste elle-même et qu'elle ait une bonne santé. Parce que ça paraît ahurissant, mais nous sommes toujours debout. Nous déplaçons les marbres des commodes, nous allons sur des chantiers, donc si vous voulez, c'est une profession qui paraît, disons, très théâtrale, mais il y a un côté de manutention. J'ai bougé des meubles, je manutentionne comme un mec, j'ai chargé des camions, je me suis levée des matins hyper tôt et je suis dans des usines où il fait super froid et il faut tout mettre en place, préparer pour la vente. Enfin, j'ai vraiment fait des choses très très concrètes. Dans notre métier de commissaire-priseur, vous touchez à tout. Vous touchez, et puis c'est l'intérêt de ce métier. Il faut absolument toucher à tout. C'est comme dans tout business. Si vous n'avez pas si vous n'êtes pas passé par tous les postes, c'est un peu difficile ensuite de manager. Personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était très compliqué quand même de gérer une vie professionnelle et une vie de famille. Ça a été mon grand dilemme. Je me souviens que quand j'ai eu mes enfants, j'ai toujours bossé. J'ai bossé à la maternité, j'avais des dossiers. Je bossais avec mes bébés dans des landaux, dans mes salles d'expo. Enfin, pour moi, je voyais pas comment j'allais faire. Je pouvais pas faire les choses différemment. La femme, on reste quand même toujours tracassée par ça. Quand vous avez des mises en salle, que ce soit à Drou ou en province, des mises en salle à faire tard le soir, c'est toujours quand même très compliqué. Quand vous êtes en expo, en vente l'après-midi, avec une expo le matin, entre midi et 2, il faut arriver à gérer. C'est quand même pour une femme, ça reste en tout cas une question qu'on se pose, comment organiser le tout. Alors, est-ce que les hommes ont changé ? Oui, parce que les temps changent et que les jeunes hommes et femmes de la société du numérique travaillent beaucoup plus naturellement la main dans la main, d'égal à égal. Mais la digitalisation du marché de l'art est encore bredouillante et les vieilles traditions ont la peau dure. Cependant, si les femmes des générations précédentes ont pris sur elles en silence pour gagner leur place au sein d'un écosystème largement masculin, je suis étonnée de voir qu'aujourd'hui, le combat de la parité prend des aspects beaucoup plus militants qu'autrefois, où la partie était pourtant encore moins évidente à gagner. Dans la tête des trentenaires, il y a urgence, et la parole doit être libérée, et surtout les femmes veulent gagner la partie ensemble, solidairement, et non plus chacune dans son coin. Céline Assila.
En fait, je sais pas si on est vraiment des porte-étendards de notre génération, parce qu'on est dedans, donc on se rend pas compte, mais je pense que chacune, à notre façon, on fait en sorte d'apporter notre pierre à l'édifice pour aller vers de plus en plus d'égalité avec nos confrères masculins. Les discussions d'inégalité entre les hommes et les femmes émergent à un moment, mais ça c'est j'ai envie de dire c'est évident, puisque en fait on est toutes affectées par ce problème, et donc on le vit au quotidien. De toute façon, moi je pars du principe que peu importe le genre, ce qui va vraiment faire la différence, c'est les compétences. Oui, mais alors pourquoi finalement ne pas avoir créé un club mixte, à la limite, si tout le monde a les mêmes égalités des chances, j'allais dire, plutôt que de créer un club exclusivement féminin. L'idée, c'était quoi, quand même, de se rassurer ensemble, tout ensemble, L'idée, c'est que il y a quand même une inégalité, c'est que généralement, les femmes qui travaillent dans ce secteur et qui ont des enfants, eh bien, elles doivent rentrer pour gérer leurs enfants, récupérer après la nourrice, etc. Et en fait, les hommes de ce milieu, ils sortent et ils vont se retrouver dans des endroits bien connus, à côté de Drouot, pour boire des verres ensemble. Et en fait, très naturellement, ils construisent un réseau professionnel parce qu'ils se retrouvent pour boire un verre et puis ensuite ils rentrent chez eux. Ce qui n'est pas le cas des femmes de ce secteur-là, de toutes les femmes de ce secteur-là. Moi, je me suis dit, c'est une inégalité. Vous allez moins recommander telle experte parce qu'en fait vous la voyez jamais venir boire un verre avec vous, donc vous la connaissez pas vraiment. Donc vous allez plutôt recommander votre ami expert avec qui vous partagez le même amour du Bordeaux. donc voilà, le fait de mettre de dire tous les mardis, les deuxièmes mardis du mois, vous pouvez venir pour prendre un verre, ça leur permet de s'organiser et de venir et de faire exactement la même chose et de rencontrer des professionnels et de pouvoir aussi se recommander entre nous. Oui, alors c'est vrai que finalement, ces problématiques-là, on les retrouve malheureusement dans plusieurs milieux, pas que le milieu du marché de l'art, cette situation d'égalité des chances entre hommes et femmes. Mais la question que j'ai envie de poser quand même, c'est est-ce que vous pensez que dans le milieu du marché de l'art, il y a un problème là-dessus? Le milieu du marché de l'art, il y a un espèce de paternalisme un peu, bien présent, bien ancré. C'est dû au fait qu'il y a des noms très connus et qui sont aujourd'hui des vieux messieurs et qui ont accompli des ventes incroyables, qui ont un savoir inégalé sur certains aspects du métier, des œuvres, qui ont expertisé des œuvres incroyables. Et donc ils ont encore cette empreinte sur le marché de l'art et ils donnent un petit peu cette ambiance qui est pas tout à fait moderne. Culturellement aussi, la France est un pays assez en retard sur les questions d'égalité entre hommes et femmes. Et donc tout ça fait que parfois, dans certaines situations, ce marché de l'art, il est difficile quand on est une femme plus que quand on est un homme. J'ai vécu des situations qui sont qui se seraient pas produites dans un autre milieu, comme le milieu du digital. Moi j'ai mes deux sœurs qui travaillent dans des boîtes donc du digital, et où on est sur beaucoup plus d'égalité. Parce que déjà, c'est des boîtes qui sont internationales, qui travaillent avec d'autres pays en étroite relation. Et donc, en fait, on prend le modèle anglo-saxon. Alors que le marché de l'art français, il est encore replié un petit peu sur lui. Il y a des nuances, c'est-à-dire que le milieu des marchands, le milieu des commissaires-priseurs, c'est pas la même chose. Le milieu même, Paris, province, c'est pas la même chose non plus. Et surtout, il y a une nouvelle génération qui arrive et qui
travaillent différemment, une nouvelle génération d'hommes qui en fait travaillent de façon ultra saine avec des collaboratrices qui sont compétentes et peu importe que ce soit des femmes et que voilà. Et sinon, la question est: quel a été l'impact de la féminisation du métier de commissaire-priseur sur le marché de l'art ? En a-t-il été influencé et de quelle manière ? Une mutation certes difficile à circonscrire, mais qui peut quand même être observée selon l'expérience de Mathilde Sade-Colette. Peut-on alors parler d'un marché de l'art au regard féminin ? Je pense qu'on a une sensibilité forcément différente de celle de l'homme et on peut peut-être aller un peu plus en profondeur ou dans l'intimité de certaines situations ou dans le traitement des objets. Regardez, il y a des thématiques de vente qui se sont développées sur le marché de l'art par l'arrivée justement de femmes qui devenaient acteurs du marché de l'art, notamment toutes ces ventes quand même mode, vintage, où c'est vraiment venu par le biais des femmes. Je pense aussi par exemple à tout ce qui touche l'art de la table. Moi, je me souviens en fait assez rapidement avoir cherché à thématiser mes ventes. J'ai toujours aimé faire des ventes un peu de textile et à une époque, je m'intéressais un peu au linge de table et assez tôt, j'avais eu des retombées de presse qui étaient tout à fait inespérées pour moi, qui étaient au fin fond de ma province, mais j'avais eu des petites retombées de presse dans Elle Magazine ou dans des Marie-Claire pour toutes ces ventes qui étaient un peu liées à l'art de la table. Et ça, j'avais trouvé ça assez, justement, évidemment, motivant. Et j'ai sympathisé avec un collectionneur qui, malheureusement, est décédé maintenant. Et il a laissé comme demande à ses héritiers que je puisse être chargée de la dispersion de sa collection. Et nous avons donc organisé 2 ventes très importantes, alors qui se sont avérées être mes dernières ventes aux enchères, puisque je suis en cours de cession de mon étude maintenant. Plusieurs costumes ont été achetés par des grands musées français et puis par des grandes institutions américaines, japonaises, chiliennes. Pour moi, c'est une belle image. J'ai bouclé un peu mon tour de commissaire-priseur avec ce que j'aime le plus finalement. Là, ce sont maintenant en effet tout ce qui est histoire de la mode. Et d'ailleurs, je suis maintenant un cycle de cours à l'école du Louvre spécialisé sur l'histoire de la mode. Et le conservateur a présenté 2 perruques qu'il m'avait achetées au mois de septembre. Ça, c'est plutôt sympa. Vous voyez, quand vous voyez des objets que vous avez vous-même sortis d'un carton, présentés sur le marché, achetés par un grand musée français et présentés comme support lors d'un cours spécialisé, c'est plutôt un bon souvenir, une belle image. Et alors, ce qui avait été très joli, c'est que quand j'ai eu mon diplôme, peut-être même avant ma prestation de serment, mon grand-père était décédé, mais ma grand-mère m'a solennellement remis et confié le marteau de commissaire-priseur de mon grand-père, que j'ai toujours gardé d'ailleurs. Ah oui, moi j'ai toujours eu le même marteau. Ce sont les clercs et les secrétaires de l'étude qui me l'ont offert. J'y tiens beaucoup. Il y a mes initiales et j'ai toujours adjugé avec ce marteau. Est-ce que votre père a été fier de vous quand il vous a vu pour la première fois exercer? Est-ce qu'il vous a donné des conseils? Jamais. Jamais, et il m'a jamais dit qu'il était fier de moi. D'accord. Ouais. Non, ceci dit, il m'a tout appris. Mais non. Vous venez d'écouter le premier épisode du podcast Elles font le marché, en partenariat avec les soirées des femmes du marché de l'art et Art District Radio. Dans les prochains épisodes, plusieurs questions seront abordées, comme l'impact de la crise du Covid sur le secteur, la féminisation et la digitalisation, les plus belles ventes de leur vie, ou encore celles qui ont franchi le pas de la médiatisation. Alors restez à l'écoute et retrouvez-nous chaque mois sur Art District Radio
les 3e mercredis du mois à 19h et toutes les bonnes plateformes d'écoute sont aussi à votre disposition, telles que Spotify, Deezer, Ocha, Google Podcast ou SoundCloud. Elles font le marché épisode 2 à retrouver donc le 20 janvier à 19h en direct sur Art District Radio, mais aussi en podcast.